Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle et je suis bien sûr extrêmement heureux de vous retrouver après l'énorme match de play-in de la nuit dernière. On enregistre le jour même contre les Pélicans. Pour revenir sur ce match et pour parler du prochain contre les Wolves qui sera tout aussi important, je suis avec Constant. Comment ça va, Constant? Bah ça va, pour citer un grand footballeur, c'est les émotions, hein. Franchement, quel match de folie on a assisté. Moi, toute la première mi-temps, j'étais plutôt calme, pas serein, mais je me disais, bon, restons calmes. Et toute la deuxième mi-temps, au fur et à mesure que le Thunder prenait de l'avance, je commençais à faire les 100 pas pour passer les 5 dernières minutes en apnée, mais on s'en sort avec une victoire qui fait incroyablement plaisir, qui fait plaisir à toute la fanbase et qui nous offre le droit de jouer un match pour réussir à se qualifier en playoff. Ouais, on va en parler des sentiments qu'on a connus un petit peu pendant ce match-là. Moi, je t'avoue que j'étais plutôt serein parce que d'un côté, c'était quand même le bonus si on faisait un upset, etc. Et d'un autre côté, je nous ai trouvé, on va en parler, vite peut-être meilleur que l'équipe d'en face. Donc, j'étais assez serein, mais ça va être le sujet de la première partie d'épisode. Et bien sûr, on reviendra sur le match qui décidera de la qualification en playoff ou pas de cette équipe. C'est incroyable de dire ça. Je pensais pas dire ça cette saison, je t'avoue. Peut-être Comme tout l'année le monde l'avait prochaine. pronostiqué en octobre, hein, bien sûr. Ouais, Le Thunder ouais. va être à un match de se qualifier pour les playoffs. Non, incroyable. Incroyable. Donc ouais, revenons d'abord sur ce match de la nuit dernière contre les Pélicans. Victoire dans le clutch, un match qui est resté assez serré tout du long. Je crois que le plus gros écart c'est un +10 pour OKC Ouais. au troisième quart-temps. OKC qui était un peu derrière au début, qui est remonté, on en reparlera, qui a plutôt pris la tête ensuite et qui a fait un énorme troisième quart-temps avant de se faire rattraper en début de quatrième, mais de plutôt bien assurer dans le clutch pour une fois, parce que c'était pas un de nos forts. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. Ouais, ça serait vraiment pas joué à grand chose. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce match? De quoi tu veux parler au début? Est-ce que c'est collectif? Est-ce que c'est des perfs individuels? Je pense qu'on va faire un petit peu le tour, mais par quoi tu veux commencer? Ah, il y a plein de choses. Moi, Ah, ça. j'ai envie de commencer dans l'ordre chronologique. Un début de match quand même qui était pas bon et qui venait un petit peu euh, confirmer ce qu'on avait dit dans notre podcast preview, c'est que premier carton, le Thunder se fait rouler dessus sur les rebonds offensifs, puisque les Grizzlies, non, voilà, attention, il faut que je reconnecte de Dunkebdo, mais les Pels, pardon, ont pris 5 ou 6 rebonds offensifs dans les 5 premières minutes, avec 5 pour Jonas Valanciunas. Enfin, vraiment, c'était une horreur absolue de voir les rebonds offensifs. Et en plus de ça, les Pels te laissaient tirer à 3 points grand ouvert, ce qu'ils ont fait toute la saison, et le Thunder ne mettait pas dedans. On se retrouve très vite à -9. Le début de match est vraiment pas terrible. Mark Daigneault ne prend pas temps mort à -9. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il prend pas temps mort. Il fait confiance à son équipe. Il fait allez, les gars, mettez un run de 10-0 pour repasser devant. Bah, c'est ce qu'a fait le Thunder. On est bien évidemment par un énorme Lou Dort en première mi-temps. Mais voilà, ce que j'ai envie de retenir, c'est peut-être si on commence un petit peu chronologiquement, c'est vraiment un premier quart, un début de match qui était horrible, horrible. Le Thunder était vraiment pas dedans et petit à petit, on a su s'ajuster, on a su trouver du répondant et limiter un petit peu les points forts de ces Pels. Mais une entame de match où là, pour le coup, tu disais, ah, la soirée peut être longue. Hmm. Après, je crois que les Pélicans prennent un temps mort à un moment. Peut-être avant qu'ils fassent le plus gros écart, ou en tout cas tu commences de t'adapter. Eux, ils ont pris pas mal de temps mort tôt dans le match, alors que Daigneault les a plutôt bien gardés. On en parlera de ça, du coaching de Daigneault. Mais ouais, effectivement, le début de match était complètement comme on avait annoncé dans l'utilisation de Valanciunas, qui a fait un très gros match sur le moment où il a joué et où il a été servi. Notamment au troisième quart-temps, on y reviendra, mais il a pas eu de ballon. J'ai vu passer le truc où quoi, il a même pas tiré sur ce carton-là, alors qu'il finit à 16 points, 18 rebonds. Il a commencé le match en nous massacrant à l'intérieur, rebond off, petit move au poste, ensuite il a commencé de faire des passes d'ess, etc. Et ouais, comme tu l'as très bien dit, c'est Lou Dort qui commence en feu, vraiment en feu, il met tout dedans. C'est ce que j'ai dit, tu vois que lui, les matchs en jeu, il aime ça, Ah, apparemment. c'était Game 7 Bubble Ah Lou ouais, Dort, hein. Là, c'était ouf.
Et un premier élément à mettre au crédit d'Eynault et on pouvait peut-être s'y attendre vu le déficit physique, c'est qu'on est assez rapidement passé en zone sur ce carton-là. Ouais. Et c'est ce qui nous permet de remonter aussi, parce qu'on arrive à gagner des ballons, à être un peu plus gêner les transmissions côté Pélican, à leur obliger à prendre des tirs un peu plus compliqués, notamment des tirs extérieurs. Parce que si Herbert Jones et Trey Murphy ont mis pas mal de points, ils ont pas été spécialement efficaces tout le long du match. Notamment à 3 points pour Jones. Mais petit à petit, tu t'es remis en rythme, t'as réussi à courir, et bizarrement, les tirs ont commencé de tomber dedans, hein, que ce soit pour Dort, pour Giddey, etc. Et ta fin de carton est bien meilleure. Tu vois aussi qu'au début du match, Eynault, pour le coup, a testé un peu les joueurs du banc, tout en laissant majoritairement les joueurs titulaires. Ils ont joué des très grosses minutes, les 5. Mais tu vois, t'as eu du Joe, t'as eu du Saric, t'as eu du Waters assez rapidement, t'as eu du Wiggins plus tard, pour le coup. Mais tu vois, qui cherchait déjà un petit peu qui allait pouvoir apporter. C'est venu de Saric, plutôt en début de match, qui a été intéressant sur sa première rentrée, qui a amené un petit peu d'impact offensif, qui a fait 2-3 bonnes défenses. Ça a été plus compliqué par la fin. Pour le reste, t'as eu le Wiggins comme d'habitude, qui a l'impact immédiat. Le banc était un peu plus en difficulté. Mais ouais, le premier quart-temps en fait était important parce que t'arrives à l'extérieur, tu vas rechercher à faire un upset, t'as une salle chaude, direct ils appuient là où ça fait mal. Il faut être solide pour solidariser, pour être ensemble et te réagir à ça. Effectivement, c'est assez important. Ouais. Bien sûr, et puis du côté de Willie Green, ça a tâtonné sur les rotations parce que Kira Lewis, premier remplaçant. Ah ouais, incroyable ça. Je pense que personne n'a compris, puis on l'a pas revu du match. Ouais. Non, il a joué 4 minutes 39 et après c'était Thiago, donc j'ai pas compris ce qu'a tenté Willie Green en mettant Kira Lewis premier remplaçant. Et après le banc, il y a eu du Josh Richardson qui a quand même été pas terrible, même si au niveau de l'adresse ça se ressent pas trop. Jackson Hayes que le Thunder a plutôt réussi à limiter, je trouve, vu que Larry Nance était absent. Il y a eu du Najee Marshall que tu n'as quasiment pas vu des deux côtés du terrain. Il n'a pas fait jouer Dazon Daniels. Rookie, bon, il n'a pas tenté le coup, mais il fait jouer Kira Lewis. Enfin, je ne comprends pas ce qu'a tenté de faire Willie Green. Effectivement, sur la fin du premier quart-temps, ça revient parce que globalement, tu as un Lou Dort et tu as un Josh Giddey de gala sur le premier quart-temps, enfin même tout le match hein, globalement, mais surtout sur ce premier quart-temps, c'est eux qui portent l'attaque. Je crois même qu'ils doivent marquer 21 ou 22 des 32 points du Thunder sur le carton. Enfin, on est vraiment sur un show Giddey et Dort. Et de l'autre côté, la défense de zone, comme tu l'as dit, tu as raison de le mentionner, la défense de zone du Thunder a été très correcte, a été très bonne, a permis justement de limiter un petit peu l'hémorragie en attaque. J'ai le souvenir, je ne sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième quart-temps, mais je crois que c'est dans le premier, où tu as un tir à 3 points de Herb Jones, on ne monte même pas dessus. Il y a rebond off, Herb Jones reprend un deuxième 3 points grand ouvert, on ne monte toujours pas dessus, il le loupe. Ça montre que Trey Murphy a quand même mis dedans, parce qu'il a 4 sur 10 à 3 points, mais Herb Jones, pour le coup, tu l'as laissé mais ouvert à 3 points toute la soirée. Ça t'a plutôt réussi, même si il y a des décisions, effectivement, Trey Murphy, le laisser ouvert, ça n'a pas été forcément la bonne recette. Mais Herb Jones, tu lui as fait payer, tu lui as dit, bah, si tu sanctionnes, enfin, tu l'as encouragé à mettre ses 3 points, et fort heureusement pour nous, il les a loupés. Traitement à la Lou Dort, un peu, on lui a fait, et il a moins sanctionné que le Canadien. Ouais, t'as parlé aussi des rebonds offensifs, c'est vrai qu'on avait très mal commencé dans cet aspect-là, et au final, quand tu regardes à la fin du match, 13 rebonds offensifs pour OKC, 14 pour les Pélicans, t'as très vite corrigé le tir aussi, mine de rien. Après, il faut aussi mentionner que les Pélicans ont un petit peu fait évoluer leur jeu au cours du match, tu vois, t'as eu de plus en plus d'Ingram, t'as eu moins en moins de Valanciunas balle en main, alors que c'était particulièrement efficace, hein. Pour le coup, ça j'ai pas trop compris pourquoi ils ont arrêté de le faire. Je pense que la zone n'a pas aidé, les adaptations de Eynault n'ont pas aidé, mais Ingram a plus tiré la couverture à lui et il a été bon, c'était une des clés qu'on avait citées, nous Ingram il a été vraiment bon, il a commencé de prendre feu dans le quatrième quart-temps, à porter l'équipe, mais je trouve, notamment en première mi-temps, qu'on l'a plutôt bien limité et éloigné de la balle. C'était pas lui qui faisait énormément le jeu, c'est pas lui qui scorait, un long moment, Herb Jones et Trey Murphy avaient pris plus de tirs que lui, et ça j'ai trouvé intéressant qu'on arrive à déjà, un peu comme ce qu'ils ont fait avec Shea, à déjà obliger les lieutenants à sanctionner notre défense. Ouais, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Shea, avec Herb Jones dessus, jusqu'à ce que Shea prenne feu aussi. Hein. Ouais, bah après Ingram, je trouvais qu'il était bon
dans le playmaking. Je trouvais qu'en première mi-temps, en fait, il forçait pas, il laissait le jeu venir à lui. Et je crois que à la fin à la fin de la première mi-temps, il doit être à 4 ou 5 assists, ce qui montre un petit peu que Ingram en playmaking a progressé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que bon, il termine à 10 sur 19. Je crois qu'il met 20, c'est 30 points en deuxième mi-temps. Dans le quatrième quart, il met des gros tirs dans le clutch. Lou Dort l'a quand même très bien défendu. Et un point que je trouve intéressant, c'est qu'il n'a tenté que 2 tirs à 3 points, dont un tir à 3 points en toute fin de match, où il y a peut-être une faute de Lou Dort. D'ailleurs, on s'en sort plutôt pas mal parce que ça aurait pu être sifflé. Heureusement qu'Ingram prend le tir un peu en reculant, parce que s'il le fait un peu avec les pieds en avant, il aurait pu avoir une faute sur la landing space de la part de Lou Dort. Donc on s'en sort vraiment très très bien. Mais on l'a limité à 3 points, on l'a forcé, ce que j'avais dit, on l'a forcé à aller sur sa gauche, ce qui donne notamment une perte de balle qui permet à Shea de récupérer la balle et ensuite d'aller marquer pour faire passer le Thunder à +1 à 90 secondes de la fin du match, où Ingram perd le ballon littéralement tout seul. Donc oui, je trouve qu'on l'a plutôt bien limité. Lou Dort a quand même été très disruptif sur pas mal de possessions. Il l'a harcelé vraiment, que ce soit avec la balle, mais surtout off-ball pour éviter que Ingram soit servi le plus possible. Après, on l'a attrapé, on l'a blitzé sur certaines possessions aussi. On a essayé de lui faire lâcher la balle, plus en première qu'en seconde mi-temps. Mais Ingram, malgré le fait qu'il est en 36-7 à plus de 50% au tir, je trouve que tu as réussi à le limiter, même si dans le clutch, il t'a quand même fait mal. Mais en première mi-temps, en tout cas, tu as fait du bon taf sur Brandon Ingram et même sur CJ McCollum, que tu n'as pas trop vu. Finalement, première mi-temps, c'est vraiment Valanciunas, Trey Murphy et Herb Jones que tu vois beaucoup côté Pels. Ouais, puis tu vois, sur Ingram, bah, c'est comme on avait imaginé, on a quand même laissé Dort, qui a défendu un peu, ils ont fait la comparaison d'ailleurs, je crois, sur ESPN, un peu comme CP3 pouvait défendre sur KD dans les anciennes séries de playoffs où en fait il le collait, il était sous ses bras, vraiment à le coller, à essayer de le gêner, et de l'empêcher de bouger ses hanches, de l'empêcher de partir en dribble, etc. Ça a plutôt bien marché. Le seul petit point négatif sur cette défense-là, c'est qu'Ingram a été pas mal sur les lancers francs quand même. 11 lancés, notamment au début, c'est ça un peu qui faisait son beurre au début, parce qu'il avait pas énormément de situations. Et ouais, comme tu l'as dit, il a été particulièrement bon dans la création, où il arrivait avec sa taille à faire des passes à l'opposé, notamment, où tu vois, t'avais Valanciunas qui te posait l'écran sur le joueur qui venait aider, et du coup on pouvait pas ressortir sur le shooter à 0 degré. C'est quelque chose où on est beaucoup sanctionné à OKC, parce qu'on aide beaucoup, du coup c'est assez facile de faire ça contre nous. Et ça, il l'a plutôt bien fait tout le long du match. Pour le coup, effectivement, c'est une faiblesse qui a été bien exploitée. Après, par rapport à Shea, je trouve que le duel est perdu. Je pense que Shea a montré qu'il était un cran au-dessus, notamment en deuxième mi-temps. Alors on peut parler de son match, où en première mi-temps, il commence en étant harcelé vraiment par Herb Jones. Je pense qu'il y avait faute à chaque action, à chaque démarquage, mais bon, c'était du basket de playoff, donc ça sifflait pas forcément. L'exemple qu'il y a, c'est un moment, il y a presque deux possessions d'affilée où on prend un panier, où il y a remise en jeu au fond. La première, il s'en sort très très bien en réussissant à avoir la balle. La deuxième, Saric l'envoie en touche parce que Shea arrive pas bien à se démarquer. Là, tu te dis, ça commence d'être compliqué. Très effacé au début. On le cherchait beaucoup balle en main, comme du classique, quoi, sur des ISO. Et Dane Knowles s'est particulièrement bien adapté à ça, je trouve, et on a trouvé des solutions. D'une part, Josh Giddey a énormément porté, mais d'autre part, Shea a bien lu, lui, les prises à deux, et on a essayé de le libérer de ça en faisant partir la balle au début de Dort ou de Giddey, en faisant un écran non porteur pour Shea. Ça provoquait des switches, ça lui donnait un petit temps d'avance sur Herb Jones. Enfin, on l'a plutôt bien essayé de le libérer, ça a plutôt marché sur le troisième quart-temps, parce que le quatrième quart-temps il est très discret au début et puis il se réveille un peu dans le clutch, mais il fait un troisième quart-temps monstrueux et il permet au OKC de repasser devant. Oui, mais même de manière globale, les Pels nous ont souvent pressés dès la ligne de touche, hein. Enfin, dès la ligne de remise en jeu, il y avait plein de situations où c'était pas que Shea qui était pressé. Oui, après Herb Jones, effectivement, surtout le premier quart-temps, il fait une défense Patrick Beverley-esque, parce que vraiment, il le collait, c'était bon, voilà. C'est du basket de playoff, ça siffle pas, ça siffle pas. Mais surtout que Lou Dort, au niveau des contacts sur Brandon Ingram, lui aussi a eu son lot de gros contacts, donc ça change pas grand chose. Mais Shea, il fait une première mi-temps qui est quand même vraiment pas terrible. Il prend 4-3 points sur la première mi-temps, il est à 3 sur 10 au tir. Déjà, premier drive, il perd la balle, enfin il se fait contrer par Jones sur son premier tir. Et ensuite, je l'ai trouvé assez passif, parce que tu vois, Ingram était pas forcément
très actif au tir, mais il faisait du playmaking, là où Shea ne faisait pas de playmaking pour les autres. Donc oui, je l'ai trouvé plutôt en retrait. Après, sur son troisième carton, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, on l'a démarqué via des écrans non porteurs, mais tu as des situations où c'est juste de l'ISO en fait. Oui. On l'a mis en ISO et puis on a fait bah, va chercher tes points et du coup ça a fonctionné. Ce qui est quand même assez pas contre-productif, mais quand tu fais des ISO, généralement c'est des tirs compliqués. Et en fait, limite les ISO pour Shea c'était plus simple parce que ça évitait qu'il y ait une prise à deux, ça évitait qu'il y ait un blitz. Il a beaucoup été blitzé dans le quatrième quart et aussi en première mi-temps. Dans le troisième quart-temps, ils l'ont laissé un peu plus jouer en one-to-one. Donc oui, il fait un troisième quart absolument monstrueux. Est-ce qu'il remporte son duel sur Ingram? Il met le tir de la gagne, quoi. Mais je trouve que les deux ont quand même été très très solides dans le Ils clutch. sont rendus coup pour coup, ouais. Les deux, là, c'était duel à la fin, là. Les duels, c'était des duels de superstars, quoi. Mais il met un tir monstrueux. Le tir est absolument... Il le rate, il est horrible, le tir, hein. Honnêtement, Ah il oui, c'est est... une croûte. C'est une croûte. Mais, C'est horrible, hein. Il fait tout ce que t'aimes bien, en plus, il fait un 2 for 1. Daynold prend pas temps mort parce que t'as la balle dans les mains de Shea, donc c'est ce que tu veux, et que sur la touche t'es pas sûr de pouvoir lui donner. Il drive directement, il te balance un flotteur. Je pense qu'il y a pas grand monde qui peut le mettre celui-là à part lui. On va être honnête, hein. ouais, c'est un tir d'élite. C'est l'élite Ouais, de l'élite. c'est... Hein. Il me fait penser un peu au tir contre Portland. Le game winner contre Portland. Alors, le game winner contre Portland, c'était différent. C'était un, un tir où il était grand ouvert. En plus, c'est un jump shot. Là, pour moi, c'est plus un flotteur qu'un fade parce qu'il est sur un pied quand même. Hein. D'ailleurs, enfin, comment il fait pas marcher sur cette action? Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe Mais quoi. il cherche la faute en engageant le pied droit. Il voit que ça va pas siffler, il recule pied gauche. Enfin, c'est Ouais, pas... C'est très bizarre comme action. non, mais c'est un tir incroyable. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'à gauche, c'est un peu son spot. Et Oui. voilà, c'est pour ça que ça m'a fait penser au tir contre Portland. Mais effectivement, alors que Mark Delo ne prenne pas temps mort, ça pour le coup, ça m'a pas dérangé. Effectivement, le 2 for 1, je le sentais venir, mais je m'attendais plus à un step back à 3 points au moins. Et il n'a pas fait de step back à 3 points. Et un point aussi que je trouve intéressant, c'est que il a justement cette possession-là, ça le résume bien, mais il a les moments où il a été le plus performant, c'est le moment où il a mis du rythme. Et pas forcément sprinter dès qu'il a le rebond, mais dès qu'il a engagé son action, il l'a fait avec du rythme. Il n'a pas attendu 14 secondes balle en main avant d'engager son action. Donc voilà, je trouve que c'est un très gros tir, mais c'est ce qu'on attendait de chez Gilgeous Alexander. C'est un joueur qui porte ton équipe dans les moments très chauds. Et voilà, il met le tir de la gagne. Et on avait des incertitudes avec sa première mi-temps où on pouvait se dire, bah, effectivement, tu es bien défendu, mais si tu veux être un top joueur de la ligue, de toute façon, tu auras toujours ce genre de joueur très fort défensivement sur toi. Il a répondu avec un troisième quart de gala. Et voilà, il met les deux tirs les plus importants du match, tout en défendant sur certaines possessions Brandon Ingram. Très bien. L'impact défensif, très bien aussi. Donc l'impact défensif de Shea n'était pas à négliger. Et en plus, il met un tir que peu de joueurs en NBA sont capables de mettre. Après, pour revenir sur ces 3 points, bah, c'est quelque chose qu'on discute souvent et où j'ai un avis peut-être un peu différent de toi. C'était intéressant de voir qu'il a pris ces 4 3 points là sur la première mi-temps parce que c'est ce que voulaient les Pélicans et c'est ce que lui donnait Herb Jones. Il l'attendait dans la raquette, etc. Donc en fait, ses step backs sont plutôt ouverts, ils sont pas forcément énormément contestés. Il y a pas Herb Jones qui est en train de lui sauter dessus parce que c'est des tirs que il voulait que Shea prenne. Après, c'est des tirs moi qui me dérange moins parce que c'est ce que lui donne la défense, ça veut dire qu'il s'adapte à la défense, qui c'est des tirs qu'il apprécie, je pense quand même, bien qu'il se limite à pas trop en prendre. Donc tu vois, en première mi-temps, j'ai trouvé que, comme tu l'as dit, il s'est fait plutôt discret, il a pris ses tirs de loin, il a pas forcé, donc pour le coup, c'était pas une très grosse mi-temps pour lui, loin de là. Par contre, en deuxième mi-temps, il a eu le comportement inverse où il s'est dit, bon vas-y, maintenant je vais jouer mes ISO, je vais aller sur mes spots, je vais forcer les choses et je vais faire en sorte que je domine mon match-up sans l'obliger à lui s'adapter. C'est vraiment, bon, je vais te marcher dessus. Tu vois, c'est pas, tu me donnes ça, je prends ça, c'est là, je vais te marcher dessus, je vais aller où je veux maintenant. Ouais. Tu vois, il y a eu un peu deux esprits différents entre les deux mi-temps. Bon, ce qui a été plus efficace pour Shea, c'est bien entendu qu'il aille marcher sur Herb Jones concrètement. Mais c'est intéressant de voir qu'il l'a pas forcé en première mi-temps où c'était plus dur, mais qu'il s'est adapté en deuxième aussi. Enfin, tu vois, j'ai trouvé ça bien, la manière dont il a géré ça. Oui, de toute
façon, tu le vois, retour de deuxième mi-temps, premier tir, il prend un mid-range, deuxième, il prend un 3 points, quoi. Les deux premiers tirs, ils sont pour Shai, hein, littéralement. Et en plus, vous voyez sur le 3 points qu'il met en seconde mi-temps, il fait un step back. Herb Jones lève même pas les bras, il vient même pas essayer de réduire l'écart. Littéralement, il fait bah vas-y, tire. Sauf que Shai s'est tombé dedans. Il a pris un 3 points en catch and shoot. Le premier qu'il met, c'est un 3 points en catch and shoot. Donc voilà, c'est assez rare pour le souligner. Mais voilà, chez Gilgeous-Alexander, performance de superstar, performance de joueur voilà, qu'on attendait. Après, ce qui est assez incroyable, c'est que ça peut peut-être faire une transition toute trouvée, mais chez Gilgeous-Alexander étant 32-5-5, c'est même pas le meilleur joueur du Thunder cette nuit, quoi. Et pas de loin, mais il y en a un qui a été immense et qu'on n'a pas beaucoup parlé parce qu'en fait on se focalisait tous sur Shai, il fallait qu'il mette les points, il fallait qu'il soit clutch. Mais alors Josh Giddey qui fait son meilleur match en carrière, enfin maintenant faut le dire, meilleur match en carrière, et je pense en plus des deux côtés du terrain, parce qu'en première mi-temps il fait un taf défensivement que je l'ai rarement vu faire. Il a été immense, il a tout fait, que ça soit les passes, les rebonds, défensif, offensif, le scoring extérieur, le scoring intérieur quand il y avait besoin. Il a été utilisé sur short roll quand Shai était prise à 2, où il a été exceptionnel dans la distribution. Là il y a une action qui a pas mal tourné où il sert J-Dub pour un dunk là. Enfin là c'est une arme ultime si t'as Josh Giddey dans cette position là. Il a été immense. Il a été immense. Bon, t'as eu ce petit moment d'énervement qui aurait pu tout faire basculer si Jalen Williams le retient pas, après le coup, le mauvais coup de Josh Richardson. Un coup Draymond Greenesque sur Steven Adams. Ça aurait pu basculer à ce moment-là, mais ouais, en fait, il a été archi propre. Enfin, quand tu vois déjà que le Thunder perd 7 ballons sur ce match-là, ça a été une des clés d'ailleurs, ça perd très peu de ballons. Vu le jeu à risque qu'il y a, enfin avec énormément de drive, avec pas mal de... Là, Josh Giddey a beaucoup dribblé dans la défense, à chercher ses spots, à enrouler, etc. C'est exceptionnel ce qu'il a réalisé sur ce match-là. Et pour un joueur de 20 ans, ils ont comparé avec Derrick Rose, parce que c'est lui qui a un match de post-saison le plus jeune à plus de 30 points. Donc c'est un vrai match de playoff pour Derrick Rose. Ouais, mais là il est presque en 30-10-10. Oui, il manque un rebond, quoi. Il manque un rebond. Et c'est surtout... 42 minutes, il a joué. C'est le joueur du Thunder qui a le plus joué. Josh Giddey a joué 42 minutes. Donc voilà. Et il y a un point, il fait 10 passes, il perd 2 ballons, il y en a un, c'est un marché. Oui, c'est vrai. Le match de Josh Giddey est monstrueux, vraiment. Absolument incroyable. Première mi-temps, il met dedans à 3 points. Et il y a un point qu'il faut quand même souligner, et ça on l'a souligné tout au fur et à mesure de la saison, mais là c'était encore plus visible. C'est que Josh Giddey, maintenant, il joue complètement de sa taille. Il joue totalement de sa taille, notamment sur la lecture des mismatchs vis-à-vis de sa taille. Il y a 2-3 fois où il va emmener CJ McCollum, en fait, il le drive. Et je trouve qu'il est beaucoup plus... Même en début de match, il y a 2 tirs près du cercle où il met pas dedans, mais dans l'agressivité, il est dans le bon ton. Il a très peu utilisé son flotteur, qui justement est une marque un peu... pas soft, mais qui montre que tu vas pas forcément au contact. Il l'a très peu utilisé. Il a vraiment fait des tirs près du panier, et je trouve que défensivement, il a été, c'est probablement son meilleur match en carrière défensivement. Il a fait un très gros taf. Il prend 4 rebonds offensifs. C'est même lui, hein, globalement, qui se comporte en leader. Tu vois, il y a un tir en fin de match où c'est Brandon Ingram qui manque le tir. Il prend son rebond offensif. Shai est trop passif sur le rebond. Et tu vois Josh Giddey s'énerver comme si c'était un leader en disant à Shai, non, tu dois prendre le rebond. Donc oui, match immense de Josh Giddey. De toute façon, c'est son record en carrière au point égalé contre le match de Charlotte. La seule problématique, c'est que les stats du play-in comptent pour rien. Donc il n'y aura jamais trace de ce match. Mais il fait un match absolument monstrueux. Et encore une fois, les 42 minutes, je ne m'attendais pas à ce que Josh Giddey joue autant. Et il s'est comporté, oui, comme un vrai numéro 2, alors qu'il n'a que 20 ans. Et puis on parle d'un Josh Giddey qui a été par moments cette saison sanctionné, parce qu'il n'était pas bon sur certains passages, parce que dans le clutch il était pas sûr, et il y a un moment c'était ça, hein, Josh Giddey cette année. Il finissait même pas les matchs. Hein. Ouais, et là il joue 42 minutes, et t'as l'impression que son niveau a été constant du début à la fin. Qu'il y a eu des moments où il a plus tiré la couverture à lui, mais il a été bon globalement tout le temps. Il n'a pas eu de passage à vide, là où Shai a eu un match à 2 vitesses, là où Dort a
a commencé très fort offensivement avant plus de se cacher et de se responsabiliser défensivement. Lui, il a été monstrueux tout le match. Il a été immense. Et on oublie vite qu'il a 20 ans en fait, ce joueur-là, quand tu le vois jouer, je pense que tu oublies vite qu'il a 20 ans. Et je crois qu'il a même été clutch, à un moment il fait 2 sur 2 au lancer à la fin, si je me trompe pas. Oui, sur le rebond. Quand il y a +1 Thunder, il fait 2 sur 2. Donc, non, ça devient s'il est capable de produire ces choses-là, ton plafond augmente encore et encore pour l'équipe, parce que d'avoir un Josh Giddey à ce niveau-là, avec... Enfin, t'as quand même un Shea qui a plus de 30 points, t'as un Giddey qui te fait un 30-10-10, concrètement, enfin c'est monstrueux quoi. T'as un duo qui a porté l'équipe, là où un J-Dub a été plus absent comparé au dernier match qu'on avait vu, beaucoup moins efficace. Là lui il a assuré tout le long du match quoi. Ouais, et puis bon après les tirs sont tombés dedans. Ça aide toujours quand les tirs tombent dedans. Mais ce qui est rare pour Josh Giddey. Mais bon, ça a été le plus adroit du Thunder après Lou Dort d'ailleurs. Enfin, quand t'as un Lou Dort et un Josh Giddey qui sont à 7 sur 15 à 3 points. Non mais le début de match de Lou Dort, non mais tu te dis qui est ce joueur, les drives c'est N1 ou c'est 2 points, ça met des grands 3 points, tu te dis mais est-ce que c'est le même joueur qu'on a vu il y a 5 matchs où il était incapable de mettre un caillou, enfin c'était incroyable aussi ça. C'était vraiment le facteur X sur cette première mi-temps, et tu l'avais mentionné d'ailleurs dans la preview que Lou Dort pouvait peut-être te porter et t'apporter beaucoup dans ce match-là, ou pas justement te faire sombrer. Ah bah oui, mais j'avais dit, moi, un Lou Dort qui met ses tirs à 3 points, c'est un autre match pour les Pels. Et effectivement, il a mis dedans. Et le pire, c'est que il prend des tirs qu'il prend jamais. La plupart de ses tirs à 3 points, ils sont face au panier, above the break. Donc vraiment, le face au panier, c'est des tirs qu'il prend rarement. Il prend souvent des tirs à 45. Bon, il en a mis un ou deux dans le corner. Mais dans le premier quart-temps, il prend vraiment des tirs face au panier. Il met dedans. Sur les drives, on n'a quasiment jamais, on n'a pas eu de drive à la Lou Dort où ça donne un drive qui finit n'importe comment. Il a très bien réussi à finir, que ce soit au contact, il a réussi à provoquer des lancers quand il fallait. Il sauve le match aussi, enfin il sauve le match. Bon, en tout cas, le match serait parti peut-être dans l'extraordinaire si il récupère pas, s'il prend pas ce rebond offensif après que Shea se soit fait contrer par Josh Richardson, alors que la passe de Giddey est vraiment très très bonne en plus. La remise en jeu, elle est vraiment très bonne, mais Richardson fait une recovery exceptionnelle, il prend le rebond. Tu dois pas tirer là-dessus, en fait, je pense qu'il doit dribbler et gagner du temps, je pense. Mais après, j'imagine qu'il pensait pouvoir dunker et potentiellement mettre N1 ou juste marquer facilement. Et effectivement, Richardson fait une recovery assez incroyable. Il y a potentiellement faute aussi. Ouais, je pense qu'il y a faute. Ah, faudrait revoir. Il prend pas le poignet. Ouais, j'ai l'impression qu'il tape un peu plus le bras que le ballon, mais c'est à revoir plus en détail. Hein. Mais effectivement, après Dort est au bon endroit à ce moment-là. Il met aussi 2 lancers ultra clutch pour tuer le match. J'étais pas sûr. Hein. Lou Dort et Josh Giddey au lancer, globalement, j'étais pas sûr. Mais il tue le match, il met le Thunder à +3 parce qu'après il y a la perte de balle de Herb Jones sur la remise en jeu. T'as +4, je crois, après ça. Hein. Non, c'est +3, c'est Shea qui met les lancers à les deux pour le +4. Ouais, oui. Tu vois, il y en a eu. Ah non, t'as raison, +4 parce qu'il y a le 3 d'Ingram, mais après c'est Shea qui met les deux lancers après la perte de balle. Ça. T'as raison. Mais voilà, il a été très bon. Après, si on peut revenir sur J-Dub, J-Dub, il a eu ses 3 points ouverts dans le corner et il les a pas mis. Ça, c'est dommage. Après, il a pris ce que la défense lui donnait, mais il a été plus en difficulté, un peu plus transparent, même si défensivement, il a quand même fait du bon boulot. Mais en attaque, oui, c'était plus difficile. Après, les ailiers des Pels étaient quand même très athlétiques. Donc pour lui, il ne pouvait pas jouer que ce soit de son avantage de taille ou de longueur ou de qualité athlétique. Mais bon, c'est un match off pour J-Dub. Je trouve pas non plus qu'il a pris de si mauvaises décisions que ça. Non. Voilà, il a fait un mauvais match, mais j'ai pas trouvé non plus qu'il ait pris des décisions qui étaient vraiment mauvaises ou qui n'étaient pas les bons choix. Il m'a un peu frustré, moi, je t'avoue, et je voulais partager sur la conversation qu'on a ensemble, parce qu'il loupe des tirs très ouverts qui étaient assez importants et qui auraient fait énormément de bien et qu'il doit mettre, parce que effectivement, la plupart du temps, il fait quand même la bonne décision, notamment sur ses drives et sur ses finitions, où c'est des tirs qu'il met d'habitude qu'il a loupé là, en fait, et c'était assez frustrant parce que t'avais l'impression que ces tirs-là c'était acquis et que ça rentrait, et là il a été particulièrement maladroit. Après il y a 1 ou 2 ballons perdus qui m'ont... Ouais, ou des moments faibles, tu vois, début de 4ème quart-temps je crois, où tu dis bon,
C'est là il peut être largement évitable. Voilà, mais c'est une première en post-saison pour lui aussi, il est rookie, tu peux t'attendre aussi à ce que ça soit compliqué. Par contre, effectivement, défensivement, ça m'a plu ce que j'ai vu de J-Dub, notamment sur Ingram. Tu vois, il y a un moment, je me suis dit, et je crois qu'à un moment on a fait ce choix, on l'a mis sur Ingram, je me suis dit, ok, on manque un peu de taille avec Lou Dort, on n'a pas trop de profil pour ces grands ailiers, mais J-Dub est pas inutile sur ces joueurs-là, et peut-être qu'un peu plus tard dans sa carrière, il sera capable de les défendre à peu près correctement. Après, de toute façon, des joueurs comme Ingram ou KD dans le profil physique sont indéfendables, mais tu vois, j'ai aimé ce qu'il a montré, c'est prometteur même pour la suite. Donc non, mais il m'a un petit peu frustré. Il m'a un petit peu frustré, c'est un peu lui qui est passé au travers. Jalen a été mieux en deuxième mi-temps qu'en première, il a mis 2 gros tirs notamment, il a un peu plus assuré défensivement, il a été très bon sur short roll. Donc ouais, ça serait un peu J-Dub, moi ma petite déception sur ce match-là, mais je pense que le prochain match, on va parler bientôt là, il va pas passer à côté. 2 matchs de suite comme il a fait, c'est pas arrivé cette saison, je crois. Il en loupe des fois, mais c'est très rare qu'il en fasse 2 mauvais. Ouais, bah justement, en même temps que tu parlais, j'étais en train de vérifier pour savoir si c'était bien lui. Il y a effectivement le seul ballon qu'il perd, c'est un ballon où il drive. L'accès au drive est fermé. Il veut kick out sur Isaiah Joe, sauf qu'il fait une passe vraiment molle qui finit dans les mains de Trey Murphy qui donne 2 points en contre-attaque. Ça, pour le coup, en plus, c'est dans le deuxième quart, au moment où les Pels sont en train de faire un run. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment une perte de balle qui était pas terrible. J'ai le souvenir que Shea perd un ballon aussi en fin de deuxième quart-temps, vraiment sale. Après, voilà, J-Dub est passé à travers, mais défensivement, il a fait du bon taf. Et puisque bon, les commentateurs d'ESPN, il faut quand même leur expliquer qu'il y en a un qui s'appelle Jalen et l'autre qui s'appelle Jalen. Les deux s'appellent pas Ouais, Jalen. ils ont refait encore la même vanne qu'à chaque fois qu'on Et était oui, en mais c'est TV. normal, c'est la première fois que OKC passe sur ESPN, donc ils sont obligés de faire la blague. Et encore, il n'y a pas Kenrich, hein, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Mais il faut parler du match de Baby Karim Abdul-Jabbar, Jay Williams, parce que ce skyhook des Comment il enfers. l'a appelé Karim Abdul-Jabbar, il l'a appelé, je crois, Je sais J-Dub plus, justement. Ouais, je ce, crois que c'est ça. ce skyhook des enfers que nous envoie Jalen, sachant qu'avant, il met un 3 qui est quand même très important, alors que le Thunder était à -1. Et qu'il est à 0 sur 6, je crois, avant ce Qu'il est tir-là. à 0 sur 6 et que globalement il a que des tirs grands ouverts. Ça, c'est le point qu'on peut, critiquer pour Jalen, c'est qu'il fait 1 sur 7 à 3 points avec globalement 7 tirs grands ouverts. Au moins, il n'a pas refusé le tir, ce qui aurait pu être une problématique. Il y a une possession où il est ouvert à 3 points et où il fait un décalage. Je me dis, s'il commence à refuser les tirs à 3 points, en fait, ça va donner un avantage aux Pels, ça va servir les Pels. Première mi-temps, allez, premier quart-temps, il prend vraiment une énorme sauce par Jonas Valanciunas. Au rebond, il est absolument pas présent. Après, il n'a pas été aidé par ses coéquipiers, hein, globalement, puisque le box-out des autres, hormis Jalen, dans le premier quart, était quand même assez catastrophique. Deuxième quart-temps, je trouvais que c'était mieux, et il fait une deuxième mi-temps que moi, je trouve quand même très, très, très solide. Sur Valanciunas, oui, il a mangé, mais il a fait quand même ce qu'il a pu, et ça aurait pu être largement pire, je pense, que ce qu'il a fait. Il y a 2 ou 3 possessions où il a défendu Ingram, où il a plutôt bien défendu Ingram au poste. Oui, c'est vrai. J'ai du mal à comprendre pourquoi Ingram s'est dit je vais jouer Jalen Williams au poste. J'ai du mal à comprendre le raisonnement, mais il s'est plutôt bien défendu. Et effectivement, je trouve que il n'a pas paniqué, il termine quand même avec 8 passes. 8 passes. Pour un pivot, terminer à 8 passes, c'est quand même assez solide. Et il n'a pas paniqué dans le decision making, il a pris les bonnes décisions quand il fallait. En fait, oui, il n'a pas mis ses tirs à 3 points, mais globalement, il n'a pas pénalisé, encore une fois. C'est comme J-Dub. Il n'a pas pénalisé l'équipe avec des décisions stupides. C'est juste, il n'a pas mis ses 3 points, il n'a pas mis ses 3 points. Mais le reste était quand même tout à fait correct, voire bon. Ouais, t'avais pas l'impression que c'était un rookie, effectivement, dans les prises de décision. Et ce qui est intéressant, c'est comme tu l'as dit, il a gardé confiance pour mettre ce dernier tir à 3 points malgré des loupés. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Valanciunas ça est sorti, je crois, 2 fois sur lui, pour le coup, vraiment fort, où il craignait justement ce tir-là. Il le sanctionne une fois sur un drive normal, et l'autre fois sur le skyhook, qui a fait pas mal parler. Non, il a été bon. Et puis alors sur short roll, quand t'as des prises à 2, ou quand tu le sers et qu'il doit jouer ce rôle de connecteur, c'est le mot du moment, dans l'attaque pour trouver les passes et trouver le joueur ouvert, il a été très bon. Il a été très bon. Donc
je pense qu'on en demande beaucoup parce qu'il est très exposé, comme tu l'as dit, pas forcément aidé par les coéquipiers, il joue sur lui parce que physiquement, il joue pivot certes, mais il a pas une taille immense sur un Valanciunas, c'est très compliqué. Mais, Difficile de poids aussi. il a produit quelque chose, comme tu l'as dit, de pas négatif, il a fait son taf, et ça reste un rookie qui a été drafté au second tour cette année. Enfin, c'est Qui a pas, commencé à jouer le 31 décembre. c'est ça. C'est pas ce type de joueur-là qu'on a vu hier lors du match, quoi. C'est vraiment différent. Et il avait plutôt intérêt à assurer, parce qu'on finira juste par parler du banc, qu'on a peu vu au final, parce que tous les starters ont beaucoup joué, un petit peu moins de Jeline, mais les autres ont énormément joué. J'ai dit que Saric avait fait une bonne première, en deuxième on l'a moins vu et c'était plus compliqué. Isaiah Joe n'a pas mis grand chose. Lindy Waters on l'a très peu vu. Wiggins ça a produit, mais a pas énormément joué. C'était peut-être un peu ça la limite aussi, mais on s'est adapté en faisant jouer plus les starters qui ont été immenses pour la plupart, quoi. Oui, bah ça a tourné à neuf comme on l'avait prédit, hein. Mais enfin, globalement, tu avais deux bancs assez faibles des deux côtés, donc le Thunder n'a pas été trop pénalisé par son banc. Wiggins, finalement, c'est le deuxième qui joue le plus, malgré le fait qu'il, à mon avis, il doit pas entrer avant le deuxième quart. Ouais. Pas le souvenir de le voir dans le premier quart. Donc voilà, Isaiah Joe, faut quand même dire que défensivement, il a fait les efforts, notamment sur les close-out. Je vous laisse aller voir notamment une vidéo qui a été postée par le Basket Lab où tu vois que Joe, il est quasiment à mi-terrain. Et en fait, il fait un sprint pour venir close-out sur Trey Murphy qui est dans un corner. Ça, pour le coup, oui, Isaiah Joe est limité en termes de taille, mais par contre, tu peux pas lui reprocher de ne pas faire les efforts défensivement. Il n'a pas mis dedans. Je trouve que la sélection de tir est de plus en plus aléatoire, ou en tout cas je suis de moins en moins en accord avec ce qu'il fait. Alors je sais qu'il est défendu différemment que ce qu'il était défendu en début de saison, mais il y a des tirs, je me dis bon, c'est pas forcément les tirs que tu as envie de voir d'Isaiah Joe. Je pense que tu as des... Après la vraie problématique c'est que tu manques d'un poseur d'écran, parce que off-screen je suis convaincu que tu pourrais libérer Isaiah Joe, mais tu n'as pas ce gars capable de poser un écran. Mais voilà, il a pas été terrible, mais comme le reste de l'équipe, dans les efforts en tout cas, il a été irréprochable. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est effectivement dans l'intensité ou dans l'attitude, t'as rien à lui reprocher. Il a donné. Après, ouais, c'est la sélection de tir qui devient compliquée parce que il est défendu effectivement, comme tu l'as très bien dit. Il essaye de driver, il essaye de prendre des pull-ups à mi-distance après avoir feinté et posé un dribble, mais c'est compliqué physiquement face à des joueurs comme Trey Murphy, Herb Jones, etc. qui vont close out sur lui, c'est compliqué. Effectivement, t'as besoin de le libérer pour qu'il produise. Et je trouve que ce manque du joueur qui pose des bons écrans a été flagrant hier en première mi-temps, où t'arrivais pas à libérer t'arrivais pas à libérer tes shooters. Ça a été compensé en deuxième mi-temps parce qu'on posait des écrans non porteurs et on trichait un peu plus, je pense, mais la majorité des écrans NBA c'est ça de toute façon, hein. Il faut que tu triches un peu sur les écrans, il faut que tu sois là pour impacter le joueur. Il faut forcer les choses, et là on est souvent nous plus attentifs sur ces postes d'écran et c'est un peu problématique. À voir comment ça se corrige dans les futures années avec l'arrivée de Chet, avec l'arrivée d'autres joueurs. Ça, je pense que ça peut s'améliorer. Je pense que Jeline est capable de faire du meilleur taf, il l'a fait en deuxième mi-temps. Mais ouais, c'est un peu problématique cet aspect-là. Oui, et puis quand tu vois aussi enfin, dédicace aux faux écrans de Josh Giddey, enfin, t'as l'impression qu'il pose un écran et en fait, c'est même pas un écran, c'est un smartphone qu'il pose. Enfin là, c'est rien du tout, quoi. Il fait même pas le contact avec le joueur pour créer la séparation. Alors que du côté des Pels, j'ai le souvenir, je crois que c'est un 3 points de Trey Murphy, où Lou Dort prend mais un écran mais XXL de Valanciunas, c'est sur une remise en jeu, il prend un écran Lou Dort. Là pour le coup ça c'est du vrai écran. Je me demande même s'il n'y a pas offensif, parce que l'écran il est quand même posé les deux pieds dans le béton. Mais voilà, ça manque d'un poseur d'écran. Je trouve, ouais, effectivement, comme tu as dit, je trouvais qu'on était un peu mieux en deuxième mi-temps sur ça, mais effectivement tu n'as pas ce joueur capable de démarquer le joueur, ou en tout cas de créer suffisamment de distance entre celui qui porte la balle et son vis-à-vis. Ouais, complètement. Bon, on a fait un peu le tour de ce premier match de play-in victorieux qui a été très intense pour la fanbase et qui a réjoui tout le monde. Maintenant, il y a l'étape suivante, dès demain ou dès aujourd'hui, quand vous allez écouter l'épisode. C'est contre les Wolves à Minnesota.
Bon, assez dur d'analyser déjà la confrontation entre les deux équipes sur cette année, puisqu'on les a pas joués depuis décembre. Tous les matchs sont joués très rapidement dans la saison. En plus, ben, si vous regardez un peu qui jouait lors de ces matchs-là, celui qu'on gagne contre eux, parce qu'on est à 3 défaites et une victoire, on fait starter JRE, qui voit plus le terrain depuis un moment. Il y a une fois on a joué sans SJA, une fois c'était Poku et Kenrich qui startaient. Voilà, c'est assez dur à analyser aussi. Des joueurs absents. On a eu un Nazrid qui nous a détruit lors d'un match à OKC et qui ne Tous. sera pas là. Oui, tous globalement, tous. Oui. Donc non, c'est assez compliqué d'analyser les confrontations. Euh, pour Minnesota, d'abord pour contextualiser, ils viennent de perdre contre les Lakers. Ils avaient gagné contre les Pelicans, pardon, dans le dernier match de la saison régulière, assez surprenamment, on va dire. Vu les circonstances. Ouais, vu les circonstances, parce que McDaniels est out pour ce match-là et pour le reste de la saison après avoir cassé sa main sur un extincteur, je crois, quelque chose comme ça. Nasrid est out pour la saison aussi. Gobert apparemment n'est pas sûr de jouer demain. Ouais. Au-delà de sa suspension et de sa mise à l'écart du groupe, apparemment il est blessé au dos. Donc on risque d'avoir surtout un Towns en présence intérieure si Gobert n'est pas là, qu'on n'a pas énormément joué cette année, Towns. Et après t'as un 5 majeur là contre les Lakers qui était Conley, Edwards, Prince, Anderson et Towns qui jouent énormément de minutes, à voir si Gobert est là. Bon, pour toi Constant, déjà comment tu ressens cette match-up là, sachant qu'on préférait jouer les Wolves nous que les Pélicans, donc on va voir si on avait raison. Et est-ce que pour toi c'est quoi les points clés un peu du match à retenir? Déjà, c'est une match-up qui est complètement différente des Pels. Ça n'a rien à voir. Et il y a un point qu'il faudrait que tu as souligné, c'est que effectivement le Thunder a joué ses 4 matchs contre les Wolves avant l'explosion, on va dire, du 1er janvier, le moment où 2023, c'est vraiment le moment où le Thunder est devenu très sérieux. Tu as joué les 2 derniers matchs sans Karl Anthony Towns qui était blessé. Celui que tu gagnes à Minnesota, Rudy Gobert est exclu parce qu'il vient se friter avec Kenrich Ah oui, Williams. c'est Oui, vrai, bien ah sûr. oui. Tu as joué les 4 matchs contre Nasrid. Nasrid qui, cette saison contre le Thunder, est en 18 points, 10 rebonds, à 60% au tir et 45% à 3 points. Donc globalement, l'absence de Nasrid va globalement être très positive pour le Thunder, notamment parce que ça réduit la rotation des pivots et que finalement, bah, ils n'ont pas de pivot en sortie de banc, même si Rudy Gobert joue. La blessure de Jaden McDaniels a fait énormément de bien au Thunder, même s'il n'a pas tant défendu chez que ça, puisque il a défendu que 9 minutes chez Gilgeous Alexander sur les 3 confrontations, puisque chez en loupe une. Mais l'absence de McDaniels qui est... je ne sais pas s'il le sera, mais en tout cas qui joue comme un calibre all defensive first team au niveau des ailes, ça va faire du bien parce que au niveau des Pels, bah, au niveau des Wolves, pardon, ça veut dire que défensivement, ça va probablement être un Anthony Edwards ou un Kyle Anderson qui va se coller sur Shai Gilgeous-Alexander. Alors même si Edwards a fait de gros progrès défensivement, ça ne vaut pas Jaden McDaniels. Et voilà, c'est une match-up qui est différente. Après, si on peut aller, si on peut rentrer un peu plus sur les points clés de cette match-up, il y en a pas mal. Je trouve que, bah, contrairement aux Pels, tiens, pour le coup, on va plutôt partir sur ce qui différencie les Pels des Wolves. Les Pels sont l'équipe qui laisse le moins de 3 points ouverts de toute la ligue. Ça, c'est intéressant parce que les Pels étaient un de ceux qui les laissaient le plus grand ouvert. Les Wolves, c'est une équipe qui défendent le tir à 3 points. Et bon, on a vu que contre les Pels, c'était pas forcément positif le tir à 3 points, puisque le Thunder, hormis Josh Giddey et Luke Kensor, a quand même galéré de loin, même si les pourcentages effectivement de Jalen et de Jalen Williams aident pas mal à réduire ton pourcentage de réussite à 3 points, mais le 3 points va être prépondérant parce que si Gobert est là, tu vas quand même avoir un disrupteur près de la raquette et tu vas avoir besoin de cette réussite à 3 points. Donc oui, c'est une équipe qui défend très fort le tir à 3 points. Et le Thunder, on l'a vu cette saison, surtout en seconde partie de saison, le tir à 3 points est quand même revenu à des standards plus dans l'historique du Thunder. Après, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, OKC est plus une équipe qui va s'appuyer sur les drives d'abord, mais les drives et pour scorer et pour fixer et avoir des tirs ouverts à 3 points. Donc à voir comment on arrive à exploiter ça, ou est-ce qu'on va être cantonné un peu comme contre les Pélicans à tirer de loin parce qu'ils ferment vraiment la raquette, ou est-ce qu'on va réussir à avoir des accès au cercle un peu plus facilement avec par exemple un McDaniels qui pour le coup n'est pas là, qui pour moi aurait défendu chez, je pense, Oui, enfin sûrement. logiquement.
mais qui ça va faire du bien de pas avoir sur le terrain. Ensuite, je pense que tu vois, juste le match qu'on gagne cette année contre eux, c'est le match où on shoot le mieux. Je crois qu'on shoot à presque 40% à 3 points sur ce match-là. Et c'est effectivement la seule fois où t'arrives à gagner, parce que bon, bah déjà quand t'es aussi adroit que ça, c'est plus facile de gagner, forcément. Mais t'arrives sûrement à faire sauter, j'ai pas le match en tête, mais je pense que t'arrives à faire sauter un peu leur verrou défensif, à comment ils font les close-out, etc. En mettant du rythme. Mais ça, c'est pour moi la même clé que contre les Pélicans. On l'a vu, dès que t'arrives à courir, dès que t'arrives à jouer en transition, dès que t'arrives, même comme tu as dit, à jouer les drives en rythme, sans faire 15 dribbles, etc. T'es une bien meilleure équipe. Donc moi, ça va être encore une fois une clé pour ça. Étonnamment, moi ce qui m'a surpris quand j'ai regardé les stats, c'est que les Wolves tirent mieux à 3 points que les Pélicans. Et vu le roster, j'aurais pas dit, mais effectivement, en fait, tous shootent plutôt bien quand tu regardes les pourcentages sur la saison. Donc tu pourras sûrement ne pas te permettre de laisser des tirs ouverts dans les corners comme à Herb Jones, comme on a cité tout à l'heure, etc. Parce que ça va sanctionner, c'est plutôt adroit. Après, j'ai tendance à dire que les match-ups sont un peu plus favorables, t'auras pas un Valanciunas qui va peser par son poids dans la raquette, t'as Gobert qui peut-être sera là, qui va peut-être plus dans la verticalité, qui va prendre des rebonds off, qui pourra moins scorer après. T'as Towns qui risque par contre, moi qui me fait un peu peur, qui risque de poser des problèmes s'il est en mode énervé, hein, parce que Towns, ça dépend des matchs aussi, mais voilà. Et par rapport à Edwards, par rapport à Ingram, si on compare, je trouve Edwards plus facilement défendable par Dort, bien que j'ai tendance à me souvenir qu'il aime bien jouer contre nous quand même Edwards hein, sur certains matchs, mais je crois plus en Dort sur Edwards que sur Ingram. Alors que eux, sur Shea, pour le coup, quand tu me dis, c'était une des questions que j'avais, qui sera sur Shea, si c'est du Edwards, si c'est du Kyle Anderson, si c'est du Prince, ouais, je pense que je pense que Shea a moyen de avoir beaucoup plus d'espace que que Herb Jones, ça c'est sûr et certain. Oui, bah après, pour compléter ce que tu dis, effectivement, le match que le Thunder gagne à Minneapolis, on est à 11 sur 26 à 3 points, ça fait 42%. On a 35 lancés aussi. Combien de ballons perdus du côté des Wolves? 10. Bon, ça va encore. Non, 23, pardon, 23. Ah bah. J'ai pris la mauvaise colonne. Ils avaient 10 contre et ils perdent 23 ballons. Donc voilà, voilà. Bah, ça rejoint un peu le point que je voulais dire, c'est que les Wolves, en pourcentage de turnover, donc en pourcentage de ballons perdus, ils sont 25e. C'est-à-dire que c'est une équipe qui perd pas mal de ballons. Et d'ailleurs, il faut quand même le souligner, puisqu'on est revenu un peu sur les match-ups. Ces Wolves jouent, quand on a joué ces Wolves 4 fois, le meneur c'était D'Angelo Russell. Là où le meneur des Wolves, ce sera Mike Conley, parce que c'est quand même le principal transfert qui a été effectué par ces Wolves. Donc ça pose des questions différentes, ça pose des problématiques différentes, parce que les deux joueurs sont relativement différents dans le style de jeu. On a vu que Mike Conley a été très très bon face aux Lakers, notamment en adresse à 3 points. Donc oui, la gestion des turnovers va être importante, parce que les Wolves sont une équipe qui perd le ballon. Au niveau de la bataille au rebond, c'est ça qui est intéressant, c'est malgré le fait que les Wolves jouent avec Karl Anthony Towns et Rudy Gobert, en pourcentage de rebond, ils sont moins bons que nous. Oui, les Wolves sont 27e aussi, ouais. Et le Thunder est 25e, donc c'est une problématique qui a été souvent posée, en tout cas c'est un défaut qui a souvent été récurrent du côté de ces Wolves. C'est une équipe qui au rebond n'est pas si forte que ça, alors ils sont capables de nous rouler dessus à tout moment, parce que Rudy Gobert, s'il joue, Rudy Gobert est capable de prendre sa moisson de rebond offensif, mais finalement on a deux équipes qui sont pas très fortes au rebond, et le point où je suis un peu plus inquiet, c'est que les Wolves, en pourcentage de réussite des adversaires près du cercle, c'était la pire équipe. C'était l'équipe qui laissait le meilleur pourcentage de réussite près du cercle. Les Wolves, c'est la 9e meilleure défense. Et là, pour le coup, je trouve que... alors effectivement, au niveau des match-ups, c'est mieux, mais... au niveau des match-ups défensifs, en tout cas pour Shai Gilgeous-Alexander, c'est mieux, mais... je suis pas sûr que les drives, en fait, ils vont être aussi simples. Par exemple, un Josh Giddey, je ne suis pas convaincu qu'il ait des drives aussi simples et des finitions aussi simples près du panier que ce qu'il a eu contre les Pels. Non, bah, on peut cracher sur Gobert, mais quand il est là, il est quand même archi disruptif près du cercle. On peut pas lui enlever ça, quoi qu'il arrive, et que ça soit à Utah ou à Minnesota. Tu peux difficilement enlever cette qualité-là, et s'il est pas là, ça t'aidera grandement. Et le fait que Reed aussi soit pas là, ça t'aide grandement dans cet impact physique et où ils auraient pu nous faire subir, notamment en rebond, etc. Je pense que ça les aide pas, mais McDaniels d'ailleurs, hein, physiquement, leur apporte beaucoup, parce qu'il est très grand pour un poste 3, il apporte
C'est un joueur que j'aime bien, qu'on n'aimait pas forcément à la draft, mais qui a Ah beaucoup ouais, prouvé on là depuis. détestait. On le voulait pas, mais effectivement, je pensais pas qu'il allait devenir comme ça défensivement. Non, mais je suis d'accord avec toi, ça sera un match complètement différent. Je pense peut-être un peu moins débridé par moment, mais plus, ouais, ça va être plus âpre, ça va perdre beaucoup de ballons, je pense, surtout avec les stats que tu as donné. Je pense qu'on est capable de leur faire perdre pas mal de ballons. Maintenant, c'est en fait une équipe qu'on n'a jamais vue dans cette configuration-là, donc c'est super dur de se projeter. Je t'avoue que surtout après ce qu'on a dit, j'attends beaucoup de J-Dub. Pourquoi? Parce que lui, pour le coup, il a ce côté athlétique qui l'aidera près du cercle comparé à un Guidi qui est plus dans le toucher, etc., qui sera peut-être plus gêné, tu vois, par un Gobert s'il reste au sol. Là où un J-Dub peut beaucoup plus blow by les gars, beaucoup plus se créer un décalage aérien ou sur ses appuis, là où Guidi va s'appuyer sur les joueurs. Et donc je pense que sur un match comme ça, alors j'ai pas les stats de J-Dub, mais en même temps il jouait peu avant décembre, on va dire. Ouais, puis surtout le premier match face au Wolves, il se fait Il se fait blesser, hein. oui, oui, il se fait fracasser le nez. Mais je pense que ça peut être un match réaction pour lui. Et je pense que même un Jalen Williams peut être très important sur cette match-là, notamment s'il y a Gobert. Parce que si tu le fais ressortir, comme tu as essayé de faire ressortir Valanciunas contre les Pélicans, Gobert est pas forcément plus mobile que Valanciunas. Et je pense que si tu l'enlèves de la raquette, pour le coup, t'ouvres beaucoup plus d'accès au cercle, parce que Gobert protège bien mieux le cercle que Valanciunas, et t'ouvres pas mal d'accès au cercle pour les autres joueurs. Donc je pense qu'on va le voir pas mal au large. J'avais une petite question pour toi quand même, on a vu les rotations là du premier match de play-in, est-ce que tu penses que ça sera les mêmes au deuxième, ou est-ce que, un peu comme il avait fait quand il avait fait starter JRE sur la victoire là contre eux au début d'année, ça va jouer plus grand? Est-ce que au contraire on va parier sur du small ball pour essayer de les embêter? Que tu penses qu'on va adopter un peu quelle tactique? Non, on va rester comme ça, hein. On va rester comme ça. De toute façon, le 5 majeur, il a pas évolué depuis je sais pas combien de temps, mais ça fait quand même. Il y a pas mal de continuité dans le 5 majeur du Thunder finalement. Les 5, c'est un peu toujours les mêmes, quelle que soit l'opposition. Enfin, je veux dire, Hmm. t'as envoyé le même 5 quand tu jouais les Lakers d'Anthony Davis ou quand tu jouais. J'essaye de trouver une équipe qui a pas de pivot. Je sais pas, n'importe laquelle équipe. Non, mais où quand t'as joué contre les Lakers d'Anthony Davis ou quand t'as joué contre l'armée d'ailier des Nets, même s'ils ont Ou mis même contre Claxton ou en même pivot. contre les Warriors par exemple Ou même contre les qui- Warriors, voilà, t'as toujours envoyé le même 5 majeur. Donc, non, les rotations, je pense qu'on verra les 9 même, et que ça va pas bouger. Alors après, est-ce que est-ce qu'on aura un temps de jeu équivalent? Je ne sais pas. Enfin, les titulaires vont toujours jouer beaucoup de minutes, mais est-ce que un Guidi va jouer 42 minutes? Ça, je suis un peu moins convaincu. En fait, le truc, c'est que Guidi, sur ce match, pour contrer Rudy Gobert, c'est pas compliqué, va falloir qu'il mette ses flotteurs. Hmm. Parce que là, pour le coup, il a une arme, sauf que ses flotteurs, ses push-off, comme vous voulez, mais va falloir qu'il les mette bien plus que de l'agressivité au panier. Et là, pour le coup, c'est un peu plus aléatoire. On va dire que le pourcentage de réussite est quand même plus faible que quand tu as un tir vraiment sous le panier. Donc ça va être dans ce domaine-là. Après, non, pour revenir sur les rotations, pour moi, ça va être les 9 mêmes, parce que même tu n'as pas de raison en fait de changer. Pourquoi changer vu que ça fonctionne? Tu gardes, hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je serais pas surpris de voir à un moment, si on se fait vraiment défoncer à l'intérieur, de le voir tenter, et je serais pas surpris, mais je suis pas sûr que je serais très confiant de voir un JRE. Mais je suis pas du tout confiant parce qu'un Saric, on l'a vu, si ça lui rentre dedans, etc., c'est plus compliqué. Enfin, c'est assez aléatoire aussi comment il peut apporter. Ouais, donc je sais pas, tu vois, j'avais ce doute-là. Après, moi, je suis d'accord avec toi, la rotation doit être potentiellement la même. Et je pense que même un Joe et un Waters sur ce match-là peuvent être très importants, pour ouvrir la défense de Minnesota, pour essayer de faire sauter ce verrou qu'ils mettent à 3 points, là, comme tu l'as bien expliqué. Parce que eux, la plupart des tirs qu'ils prennent, c'est des tirs un peu en transition, un peu, pas incontrôlables, mais en rythme et en première intention. Et ceux-là sont très compliqués à défendre et tu peux pas forcément les anticiper ou les parer. Les tirs que prend Waiters par exemple, tu peux difficilement les défendre sur certains. Donc je pense qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer. Après j'ai hâte de voir si on propose du small ball par contre. Est-ce qu'on est capable de redéfendre en zone en jouant très petit avec Wiggins en 5ème joueur et de voir si ça tient. Parce que avec Kenrich tu pouvais le faire assez facilement, tu l'avais bien dit. Mm. Là,
Là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors après, est-ce qu'un J-Dub sur Towns, ça tient? Est-ce que, ouais, tu vois, il y a pas mal d'incertitudes sur ça. Ah, bah justement, ça peut peut-être nous amener à la question des match-up, parce que est-ce que tu mets J-Dub sur Towns? Ça, c'est la première problématique. Je pense Déjà, que t'es obligé, moi. déjà, une petite stat que je vous ai trouvée, c'est que Anthony Edwards est le deuxième joueur que Lou Dort a le plus défendu cette saison. 24 minutes en partial possession. Alors, je sais pas trop comment il calcule, mais ça fait plus de 129 possessions où Lou Dort a défendu Anthony Edwards. 24 minutes, 11 sur 24 au tir pour Anthony Edwards, 5 turnovers, donc on est aux alentours des 50%. Il prend pas il le lockdown pas, mais il prend pas non plus une sauce complète. Anthony Edwards, c'est un joueur que Lou Dort sait défendre globalement, parce qu'il sait défendre, ou en tout cas qu'il a déjà pas mal défendu. Après voilà, en plus Anthony Edwards qui a pas l'air d'être au mieux physiquement, je crois qu'il a un Ouais. problème à l'épaule. Enfin, vous regardez, alors, il fait un match horrible contre les Lakers, je sais plus à combien il est, mais il est à 3 sur 17 je crois, ou à 3 sur 18, enfin c'est une horreur. Je dis ça tout en sachant pertinemment qu'il est capable d'en mettre 40 sur le match contre nous, hein. Mais physiquement il semblait cuit, comme pas mal de ces Wolves d'ailleurs semblaient cuits. Mais on parlait justement du small ball. Bah, en fait, même si Gobert joue, leur banc, ça va être Kyle Anderson qui est un ailier, Dorian Prince qui est un ailier, Jordan McLaughlin qui est un meneur, et il y a le cousin, Michael Alexander Walker, qui est un arrière. En fait, C'est ils n'ont quel pas, cousin, ils ont ouais. pas de pivot backup. Ils n'ont pas de pivot backup non plus. Et c'est là où l'absence de Nasrid est vraiment bénéfique pour le Thunder, parce que s'il avait été là, non seulement tu te serais fait martyriser par le duo Towns-Gobert, et en plus en sortie de banc, tu aurais pris vraiment le joueur, enfin le profil d'intérieur qui ne te va pas, ultra athlétique et très actif sur le rebond. Donc après, moi, sur les match-up, j'ai mis Dort sur Edwards, pas Pas trop trop de de doute, débat. ouais. J'ai mis Shea sur Conley. J'ai confiance en la capacité de Shea Gilgeous-Alexander de défendre sur Mike Conley. J'ai mis Josh Giddey sur Taurean Prince parce que je pense que... Ah non, ou peut-être non, ils vont faire débuter Kyle Anderson, mais je mets quand même Josh Giddey sur Kyle Anderson. Et moi, pour le coup, j'ai mis J-Dub sur Gobert et j'ai mis J-Will sur Karl Anthony Towns. Euh, Comment expliquer? Parce que je trouve que, en fait, je trouve ça plus intéressant d'avoir un J-Will sur Towns. Parce que si tu mets. En fait, je vois pas l'intérêt de mettre J-Will sur Gobert. Parce que Gobert, s'il joue au poste, en fait, s'il joue en post-up, bah vas-y, laisse-le jouer en post-up, quoi. J-Dub, il sera peut-être plus petit, mais si l'attaque des Wolves, ça revient à donner des post-up à Rudy Gobert, moi je suis prêt à les prendre tous les jours, hein. Donc je préfère avoir un J-Will sur 4 qui me paraît. Bon, c'est pas le plus mobile de la planète, J-Will, mais Karl Anthony Towns a quand même pas mal réduit, je trouve, sa fréquence de post-up d'une part, il le fait plus trop, et même les tirs près du panier, il en fait de moins en moins. C'est plus un joueur qui joue quasi tout le temps au large, donc je trouve ça plus intéressant d'avoir un J-Will sur Karl Anthony Towns, parce que si tu mets J-Dub, le déficit physique va être trop important en fait. Là, pour le coup, il va lui tirer dessus, mais tous les jours. Déjà qu'il va pouvoir tirer sur J-Will tout le temps, sur J-Dub, ça va être trop compliqué. Donc, j'ai mis ça comme match-up. Peut-être que toi, tu inverses, mais je trouve ça plus intéressant d'avoir un J-Dub sur Gobert, quitte à lui laisser des post-up, que d'avoir un J-Dub sur 4 où là, pour le coup, au large, ça va être compliqué. Ouais, les deux se tiennent en fait, si t'inverses ou pas. Parce que pour moi j'aurais plutôt fait l'inverse, mais dans un esprit où t'as besoin que Jay Will fasse les écrans retard sur Gobert et le sorte de la raquette pour les rebonds off. Parce qu'autant Gobert, effectivement, en post-up, tu crains pas. Même tu lui donnes la balle, j'ai envie de dire, tu laisses fait tout faire ce qu'il veut. Mais autant sur les rebonds off, il peut te faire un peu mal. Et ça me fait un peu peur. Et l'autre peur, c'était que Jay Will, si tu le mets sur Towns, ben comme tu l'as dit, il joue beaucoup au large, il est quand même plus mobile que lui. J'ai peur que tu le pousses à te passer à chaque fois, en plus de qu'il puisse te tirer dessus, hein, qu'il fasse un peu trop ce qu'il veut, balle en main en fait. Donc après à voir s'ils essaient de l'utiliser plus ou s'ils donnent vraiment que les clés à Edwards, mais j'ai un peu cette peur là où un J-Dub pardon, peut le défendre au large plus facilement, certes se fera tirer dessus, mais sera beaucoup plus mobile pour l'empêcher d'aller sur ses spots quoi. C'est une vraie question, enfin, honnêtement ça nous pose problème qu'il y ait deux grands comme ça, un problème qu'on corrigera peut-être dans les futures années, mais le fait d'avoir deux grands comme ça, vu qu'on joue assez petit avec J-Dub en 4,
c'est assez compliqué en match-up et tu peux vite te faire pénaliser. Après, à l'inverse, comme j'ai dit, hein, J-Dub, il doit se faire plaisir. Il faut qu'il drive, il faut qu'il aille sanctionner sur des mid-range, il faut qu'il se fasse plaisir offensivement s'il est défendu par un grand pour le coup. Oui, et puis même là, je suis en train de voir les pourcentages de tirs pris par Karl Anthony Towns dans la zone. Il prend que 30% de ses tirs près du panier, hein. Il prend que 4% de ses tirs à 3 points, hein. Globalement, c'est du tir à 3 points above the break et c'est du mid-range, quoi. Donc, en fait, moi, ce qui m'inquiète si tu mets Jay Will sur Gobert, c'est que quand Gobert va poser un écran, c'est Jay Will en fait qui va devoir compenser. Et si tu as Jay Will qui drop sur Karl Anthony Towns, là pour le coup on va se faire manger. Donc je préfère le voir directement avec potentiellement un J-Dub qui lui pour le coup va switcher ou en tout cas va essayer de réduire l'espace avec Karl Anthony Towns plutôt que d'avoir un Jay Will qui va venir dropper. Après, ça peut être intéressant de voir comment on s'adapte sur ces écrans justement. Est-ce que si tu mets Jay Will sur Gobert, bon Gobert va poser plein d'écrans, notamment pour Edwards, est-ce que tu es capable de prendre à deux, de faire un peu de blitz et de laisser Gobert sanctionner sur du short roll, de laisser Gobert avoir la balle en main et lui distribuer ou finir? Tu vois, ça peut être aussi quelque chose que tu veux pousser, tu vois. Alors après, je suis d'accord avec toi par contre que si tu drops, comme c'est souvent fait, mais ça l'a un peu moins fait là dans du match contre les Pélicans, il l'a un peu moins fait. Si tu le laisses en drop tout le temps et que Edwards ait balle en main à mi-distance ou Towns, ça va être plus compliqué, ça je suis d'accord avec toi pour le coup, ouais. Et à l'inverse, offensivement, je trouve il faut faire travailler Karl Anthony Towns parce que Karl Anthony Towns en plus, c'est un joueur qui est très bon, il n'y a pas de souci, mais c'est un joueur qui commet souvent des fautes bêtes. Même offensivement, je pense que Jay Will est capable de lui faire provoquer une ou deux charges parce que Towns, tout aussi fort qu'il est, et le match face aux Lakers est tout à fait véridique, c'est que Towns fait un énorme match face aux Lakers, mais il prend 5 fautes, il a même de la chance sur certaines séquences de ne pas prendre sa sixième. Car Anthony Towns a toujours eu un problème au niveau de la gestion des fautes, et je trouve que ce soit même chez Gilgeous-Alexander, que ce soit, enfin défensivement, je veux dire, Towns en défense sur Shea, tu es capable de lui faire prendre des fautes, et offensivement, je pense que tu peux lui faire provoquer aussi une ou deux fautes offensives. Déjà une, ce serait pas mal. Mais Alors après, voilà. si tu veux que Jay Will provoque la faute offensive, là souvent il le fait en venant de l'aide. Tu vois ce Oui. que je veux dire? Ouais, Pas non, directement sur le gars, donc... tu as raison. Mais Lou Dort peut le faire dans ce cas-là. Enfin, même les écrans de Towns, ils sont pas toujours très bien posés non plus. Il se fait siffler quelques fois pour des écrans mobiles. Enfin voilà, tu peux le faire, tu peux essayer de lui faire des fautes et le faire un peu sortir de son match. Et après en attaque, oui, effectivement, autant défensivement tu vas avoir un problème, autant en attaque, moi je veux voir des isolations de J-Dub sur Towns tous les jours en fait. Et même chez Anthony Edwards est plus athlétique que chez, mais je veux quand même voir chez driver Anthony Edwards. Je veux voir Anthony Edwards, il est très bon en deuxième lame. C'est très bon protecteur. Il vient de l'aide en fait. Parce que ce qui est intéressant avec Anthony Edwards, c'est un bon défenseur quand il y a l'aide. En one-to-one, j'attends de voir ce que ça donne. Surtout que chez doit faire 5 cm de plus que lui, ce qui est pas énorme, mais ce qui est quand même pas négligeable. Donc j'attends de voir. Et après, si tu te retrouves sur Kyle Anderson en attaque, il me fait un peu peur parce que c'est vraiment, encore une fois, un gros connecteur et qui est capable de prendre des décisions, des bonnes décisions, si tu fais lâcher la balle à Edwards ou à Towns. Mais Kyle Anderson, j'attends de voir ce que ça va donner sur Shea défensivement. Taurean Prince, j'attends de voir ce que ça va donner sur Shea défensivement. Je trouve que cette équipe, autant à l'intérieur, elle est plus dangereuse en défense que les Pels, autant sur les lignes extérieures, avec la blessure de Jaden McDaniels, ils sont quand même un peu plus prenables. Oui, je pense aussi. Je suis complètement d'accord avec toi et je pense que même globalement, Edwards est peut-être un moins bon joueur qu'Ingram aussi. Tu vois, en termes de star talent, ils sont peut-être un petit peu en dessous, juste parce qu'Ingram est un cran au-dessus. Et que Shea doit être sur ce match-up-là le meilleur joueur du match. C'est Même le meilleur obligatoire. joueur tout court, hein, Oui, oui. franchement. Oui, Il oui. doit être le meilleur joueur du match. Petit point prono, avant de conclure, qu'est-ce qui se passe demain soir? Bah, on sait pas, hein, franchement. C'est dur, ça devient dur à pronostiquer. Franchement, il y a un moment où c'est une équipe. Enfin, cette équipe, elle fait que nous surprendre. Mais après,
il y a des points que j'avais marqué qu'on n'a pas cité. C'est la 4e équipe qui a joué le plus de matchs dans le clutch. Ils sont 7e en pourcentage de victoire. Ils sont la 7e défense sur demi-terrain. Enfin voilà, ils sont pas une bonne défense sur transition, ça c'est intéressant. Ils sont la 23e attaque NBA, mais ils sont la 13e sur demi-terrain, donc ils ont envie que le jeu soit sur demi-terrain. À domicile, ils sont 22-19, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, ils n'ont pas un aussi gros bilan que ce qu'ont pu avoir les Pélicans. Donc voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de facteurs qui nous laissent espérer. De l'autre côté, il y a des facteurs où tu dis, bon, c'est quand même une moins bonne match-up, j'ai l'impression, au final que les Pels. Je pense que ça va être serré encore une fois parce que le Thunder dans tous les matchs est là. Il y a un moment où même Jeff Van Gundy l'a dit sur ESPN, le Thunder est là sur tous les matchs. En fait, on se fait très rarement blowout. Pour moi, ça va être serré. Malgré tout, j'ai quand même du mal à pas voir. En fait, c'est même pas que j'ai confiance en ces Wolves, c'est que je me dis gagner 2 fois de suite à l'extérieur, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Mais déjà, l'absence de Gobert sera, enfin, savoir si Rudy Gobert va jouer ou pas fera déjà pas mal évoluer la match-up. Et après, ouais, je pense que ça va être serré. Ça va jouer dans les 5 dernières minutes. Après, tout peut se passer. Mais je pronostique quand même les Wolves sont favoris. J'ai envie de dire un petit 60-40 en faveur de Minnesota. Oui, ils sont favoris globalement, mais moins que les Pélicans l'été face à nous. Non, je suis d'accord avec toi, c'est un match de toute façon qui risque de se finir dans le clutch, qui risque de un peu avoir le même scénario que les Pélicans, pas forcément des équipes qui se détachent, mais ça risque d'être serré tout le long. Je suis plutôt de ton avis après sur le pronostic. Je pense que est-ce qu'ils sont mieux armés, je sais pas. Mais je pense qu'il y a plus d'expérience. Tu viens effectivement de gagner déjà un match à l'extérieur sous pression, qui était assez compliqué, où t'as lâché quand même pas mal d'énergie. D'ailleurs, heureusement qu'on a vu tous ces jours de repos avant ce match contre les Pels, je pense, Ah bah oui, et que Memphis a lâché, enfin que Dallas a lâché et qu'on a pu reposer contre Memphis. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être un match. C'est pas forcément les mêmes joueurs qui vont briller. Par exemple, un J-Dub va plus briller qu'un Giddy peut-être sur ce match-là, mais je pense qu'on va être un peu juste sur la fin de match pour pouvoir gagner. Mais très serré, encore une fois, 60-40 ou 55-45. Hein. Ça va jouer à 2-3 possessions. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que, tu vois, eux, ils peuvent... Bon, si Gobert est là, ils peuvent jouer grand, ils peuvent mettre Justance en poste 5, ils ont différents ailiers, ils ont pas forcément énormément de bancs, mais nous non plus. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont plus d'armes quand même que nous. Donc à voir. Après à voir effectivement. Et puis c'est une équipe qui ne réussit pas spécialement, honnêtement. Les Pels non plus. Les Pels non plus, c'est vrai. De toute façon, si on regarde les confrontations directes, le deuxième, tu te fais démonter parce que Shai est absent. Le premier, qui est le premier match de la saison, tu le perds dans le clutch parce que Poku, mais c'était un match serré. Le dernier match au Paycom Center, tu le perds de 2 points parce que c'était encore un match serré. Là aussi, les 4 matchs, si tu enlèves celui de Shai, il y en a un que tu gagnes et les 2 que tu perds où Shai est présent, c'est des matchs qui se jouent dans le clutch. Donc voilà, ça va être serré. Moi, j'ai envie de dire, s'ils font jouer Karl Anthony Towns au poste 5, va me driver ça. Oui, je suis d'accord avec toi par contre. Va me driver ça. Et puis voilà, je trouve que... encore une fois, je vais me répéter, ça va vraiment être le leitmotiv. J'y crois pas, mais j'ai envie d'y croire parce que cette équipe nous a déjà bien assez fait mentir pour qu'on se dise non, c'est terminé. Ouais, exactement. Dans tous les cas, ça sera du bonus quoi qu'il arrive et peut-être qu'on se reverra pour une preview de playoff si jamais, peut-être. D'ailleurs, petit point avant de conclure, demain c'est l'anniversaire de J-Dub. Voilà. Donc J-Dub pour ses 22 ans va jouer une place en playoff. Est-ce que du coup Anniversary J-Dub va nous proposer une grosse performance En tout cas, il jouera le jour de ses 22 ans pour une place en playoff. Ouais, bon, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment... Bon, je suis pas sûr que ça change énormément de choses, mais c'est toujours bon à savoir. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner partout, à toutes les plateformes d'écoute, Instagram, Twitter, pour retrouver toutes les actualités, tous nos podcasts. Et puis, là, il n'y a plus qu'une chose à souhaiter, hein, c'est bon match de play-in. On va encore être sous assistance respiratoire pendant un bon moment, là, pour demain, on va regarder notre montre toutes les 5 minutes, là, la journée qui va venir, mais...
Mais voilà. Vivement, vivement. Et bon, on espère avoir fait monter un peu la pression avec ce petit épisode. Et puis voilà, on se retrouve très vite, peut-être pour une preview de playoff, sinon pour le bilan de la saison. Donc à bientôt, salut à tous. Salut!